Aujourd'hui, je vais répondre aux 10 questions que vous avez le plus posées sur la conversion de vélo en électrique. Et oui, j'ai lu les 1293 commentaires répartis sous toutes les vidéos qui traitent le sujet. J'ai listé toutes les questions dans un Excel et j'ai compté combien de fois elles ont été posées. Et ouais, moi je fais pas semblant comme certains youtubeurs là qui sortent les questions de leur cul. C'est parti pour la première question. Alors vous avez été très nombreux à me poser des questions du style « Ouais, mais pourquoi ce kit-là, qui est 250 watts en roue avant, il a un couple de 40 Nm, alors que celui-là, qui est en 1000 watts, il a que 45 Nm de couple? C'est pas logique ?» Eh ben si, c'est logique et ça s'explique très bien par le fait que la puissance et le couple sont deux choses radicalement différentes en fait. On peut très bien avoir un moteur peu puissant et super coupleux, comme un moteur très puissant et peu coupleux. En fait, si on reprend les bases, la puissance elle est liée au couple par la relation P égale C oméga, soit la puissance P en watts qui est égale au couple C en newton-mètre, multiplié par la vitesse de rotation oméga en radians par seconde. Du coup, quand on a une puissance constante, comme par exemple 250 watts, si on veut augmenter ou diminuer le couple, eh ben, il faut jouer sur la vitesse de rotation, sur le oméga. Et c'est justement ce que font les constructeurs sur les moteurs de vélo électrique. Pour qu'un moteur de 250 watts nominal soit capable de sortir un couple correct, on va diminuer sa vitesse de rotation de sortie avec un jeu d'engrenage. En l'occurrence ici, c'est un train épicycloïdal. Ce qui du coup au final pose pas trop de problème vu que c'est un moteur homologué et qu'il n'est pas censé tourner à des hautes vitesses. Alors que le moteur 1000 watts, lui, il sera pas réduit et du coup la vitesse de rotation de la roue sera identique à celle de la rotation du moteur. Et ça, tout ce que je vous dis, bien sûr, c'est pas une règle d'or des moteurs 250 watts et des moteurs 1000 watts. Hein. C'est juste pour vous montrer qu'à puissance constante, la conception interne du moteur va jouer sur le couple de sortie. Ce qui explique ces chiffres-là de couple qui, au final, n'ont rien d'anormal du tout. D'ailleurs, cette information va nous aider à répondre à la prochaine question. Par rapport au dernier kit que je vous ai présenté, donc le 250 watts nominal roue arrière en 27 pouces et demi, vous avez été très nombreux à me faire la remarque que la variante K7 a un couple annoncé de 58 Nm, alors que la variante Freewheel a seulement un couple de 40 Nm. Dans le doute, j'en ai parlé au fabricant Yost Power qui m'a bien confirmé que le moteur à variante K7, il a une conception interne qui est différente du moteur Freewheel, que du coup le rapport d'engrenage à l'intérieur n'est pas le même et donc du coup le couple fourni est plus important. D'ailleurs j'en profite pour vous glisser un conseil que l'un d'entre vous nous a donné en commentaire et que je trouve très pertinent. Vous savez, je vous avais dit avant d'acheter votre kit de bien vérifier si vos vitesses étaient en cassette ou en roue libre pour pouvoir en fait justement transférer vos vitesses d'origine sur la roue du kit. Mais finalement, on a Paul qui nous a dit qu'en fait on pouvait directement partir sur un moteur cassette, même si de base on avait une roue libre, et acheter une cassette à côté pour l'adapter sur la roue du kit. Donc déjà ça vous permet de ne pas prendre un kit roue libre si vous n'en vouliez pas, et d'après Paul, la conception des cassettes est plus robuste que celle des roues libres. Donc bien sûr, hein, s'il y a d'autres gens qui ont un avis argumenté là-dessus, n'hésitez pas à le donner en commentaire, vous avez vu que les commentaires, ça sert. Allez, question suivante. Dans la vidéo bilan après 3 ans sur mon vélo électrique partie 2, je vous avais présenté mon premier vélo et on avait fait un point sur la légalité. Pour résumer, c'était un vélo avec un kit moteur roue arrière en 1000 watts nominal. Il a le capteur de pédalage et une poignée d'accélération, donc je peux l'utiliser en mode full scooter sans pédaler. Et aussi je peux aller dans les réglages pour désactiver la poignée d'accélération et utiliser le capteur de pédalage uniquement, brider la puissance et sa vitesse à 25 km/h comme sur un vélo à assistance électrique classique. Et ma question c'était, est-ce que une fois bridé, mon kit 1000 watts nominal devient légal comme un 250 watts nominal? Je me doutais un petit peu de la réponse, mais j'avais la flemme de payer 500 balles pour éplucher la norme NFEN 15194. Et l'un d'entre vous, Figolu, a répondu à cette question avec un magnifique commentaire argumenté qui cite ses sources, donc ça méritait d'être signalé. Et du coup, en gros, c'est mort, il faut bien que le moteur soit de 250 watts nominal pour être considéré comme un VAE. Et dans le cas que j'ai cité ci-dessus, on sera plus catégorisé comme un cyclomoteur d'après l'article R311-1 du code de la route. Donc ça impliquerait assurance, casque, permis, plaque d'immatriculation, etc., etc. Et là, je suis en train de me dire que je serais très curieux de savoir comment immatriculer officiellement son speedbike et vous faire une vidéo sur le sujet, peut-être. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Bref, question suivante. Alors effectivement, c'était un point que je n'avais pas du tout abordé. Quelles aides pour l'équipe de conversion électrique? Apparemment, les aides nationales, donc à l'échelle de l'État, sont valables uniquement pour l'achat de VAE 9, donc déjà tout fait. Donc je vous mets en lien le site du gouvernement qui explique tout ça. Mais en gros, il ne faut pas dépasser 13 489 € de revenu fiscal. L'aide vient en complément de l'aide de la collectivité territoriale et c'est 200 € maximum. Pour les kits de conversion, maintenant, il n'y a que certaines collectivités qui proposent des aides. Donc j'ai trouvé Paris, Bordeaux, Toulon, Toulouse, Courbevoie et Vaucresson.
big up aux gens de Vaucresson. Donc pour ça, il faut bien acheter un kit de conversion qui est légal, donc qui suit la norme EN 15194 que j'ai cité tout à l'heure. Il faut demander au vendeur une preuve que le kit acheté suit bien cette norme-là, et aussi une facture. Et apparemment, de ce que j'ai vu, il n'y a pas de condition de revenu fiscal, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et bien sûr, quand on fait les comparatifs pour savoir quelle solution est la plus rentable, eh bien, il faut bien prendre en compte tout ce qui est aide, si vous pouvez en avoir. Et ça évidemment, c'est du cas par cas, donc je vous laisse soin de le faire vous-même. La suite! Alors ça aussi c'est une question beaucoup posée, puisque n'importe quel kit de conversion fonctionne avec les deux types de freins, donc soit on installe un disque sur la roue du kit, ou soit on conserve ses freins à patins et on vient freiner sur le profil de la jante de la roue. Donc pour moi, il y a deux cas de figure. Le premier, vous installez un kit à assistance électrique légale sur votre vélo. Donc techniquement, vous n'allez pas augmenter la vitesse maximale de votre vélo. Il vous faudra dissiper la même quantité d'énergie lors du freinage. Donc le kit rajoute 6-7 kg au système vélo plus pilote, donc ça reste négligeable. Du coup, si on part du principe que votre système de freinage était bien dimensionné à l'origine par le fabricant du vélo, à mon sens, il n'y a pas de raison d'améliorer ce freinage à cause de l'installation du kit de conversion. Par contre, si vous faites un speed bike avec un gros moteur de 1000 watts ou plus, là votre vélo forcément il va rouler à des vitesses beaucoup plus élevées que prévu par le constructeur. Il va aussi y avoir des accélérations et des décélérations beaucoup plus fortes. Et là du coup ça devient intéressant si on veut freiner fort et souvent. D'ailleurs je voulais vous rappeler que pour poser des questions, évidemment il y a l'espace commentaire, mais aussi il y a le serveur Discord Bricolage c'est cool. Donc vous pouvez poser vos questions, discuter avec déjà plus de 340 bricoleurs et bricoleuses sur plein de sujets de bricolage différents. En plus on peut partager des photos, des liens, donc c'est direct, c'est beaucoup plus pratique que de parler entre nous en commentaire des vidéos YouTube. Allez, viens! Regarde tout ce qu'on peut faire! C'est génial, non? Alors ça j'en ai parlé plusieurs fois, mais si vous avez des poignées de frein spéciales, qu'elles soient hydrauliques ou juste de très bonne qualité, et que vous voulez pas les remplacer par les poignées de frein fournies dans le kit, et déjà d'une, vous pouvez soit vous en passer, donc tant pis, vous aurez pas le capteur qui coupe le moteur au freinage, mais ça vous empêchera pas d'utiliser le kit de conversion. Ou alors vous avez des capteurs à acheter séparément et à coller sur vos poignées de frein, donc on a un capteur et un aimant, dès qu'on freine ça sépare les deux, ça détecte qu'on a freiné, et du coup ça remplace les poignées de frein d'origine des kits. Et quelle transition, parce qu'en parlant de freinage, la question suivante va vous intéresser. Alors on m'a beaucoup questionné sur le freinage régénératif, donc le fait d'utiliser son moteur comme un générateur et d'induire un courant de charge des batteries en échange d'un couple résistant qui va freiner le vélo. Il existe des kits de vélo électrique qui permettent en effet le freinage régénératif. Mais en fait, il faut comprendre que ça fonctionne parce que tout le système électrique et mécanique du vélo, il a été conçu pour être réversible. Donc lorsque l'on me pose la question, est-ce que je peux installer le freinage régénératif sur mon kit? La réponse est non. Il faut que le système en fait il soit conçu pour ça dès le début, donc il n'y a pas moyen de changer ça par la suite. Et au niveau de l'énergie récupérée par ce système, en fait il n'y a pas de miracle malheureusement. Le freinage régénératif ça fait récupérer un petit pourcentage de l'énergie qui est perdue au freinage, qui est elle-même un pourcentage de l'énergie utilisée pour déplacer le véhicule. Donc imaginez faire une accélération de 0 à 25 km/h en vélo, puis freiner de 25 à 0, vous allez récupérer un pouillème de l'énergie que vous avez utilisée à vous déplacer. Et du coup sur des véhicules qui sont très peu énergivores comme un vélo à assistance électrique par rapport à une voiture électrique qui elle roule beaucoup plus vite et pèse beaucoup plus lourd, là ça fait vraiment un pouillème de pas grand chose du tout. Donc l'intérêt est très limité pour les constructeurs de s'embêter à implémenter ça. Vraiment si ça vous intéresse d'économiser de la batterie, vous pouvez jouer sur plein d'autres facteurs comme les pneus, anticiper les freinages, les accélérations, baisser l'assistance, rétrograder une vitesse pour mieux participer à l'effort du mouvement, avoir une moins grosse résistance au vent, rouler moins vite, maigrir un coup, etc. Allez, question 8 maintenant. Vous avez été quelques-uns à me demander si on pouvait tricher sur la limite de 25 km/h imposée par le kit en jouant sur le réglage de la taille de la roue. Alors effectivement, dans l'écran LCD, on peut régler facilement la taille de sa roue du kit. Donc par exemple pour le dernier kit que j'ai testé, on avait de 16 à 28 pouces. Et donc au final c'est une question totalement légitime qui a toutes ses chances. Alors c'est parti pour aller tester ça sur la route.
Regardez-moi ça aujourd'hui, regardez-moi comment le cadre il est magnifique. Donc du coup j'ai sorti mon application de suivi de GPS Bike Tracker et j'ai mesuré la vitesse réelle à laquelle roulait mon vélo, pendant que l'écran LCD lui il pensait que j'étais à 25 km/h. Pour les mesures, je me suis placé exactement sur le même chemin que j'ai choisi légèrement en pente pour être sûr que la vitesse atteinte ça soit pas juste une vitesse en roue libre mais bien la vitesse limite imposée par le kit. Et après moultes allers-retours et mesures, la réponse est oui, on peut tricher sur la vitesse. Avec le réglage de 27,5 pouces, on a bien 25 km/h max mesuré, ce qui est normal. À 28 pouces, on a 24 km/h. Et plus on diminue le réglage de la taille de la roue, alors que l'on garde une roue de 27 pouces et demi dans la vraie vie, le vélo ne change pas de roue, et ben on augmente la vitesse maximale réelle à laquelle le vélo roule avant que le moteur coupe. À 26 pouces, j'ai mesuré 27,1 km/h, 24 pouces 30, 22 pouces 31,8 et à partir de 20 pouces, le moteur il a plus assez de puissance pour atteindre la vitesse maximale de 25 km/h sur le compteur. Et tout ça même en jouant avec les vitesses pour essayer d'aider le moteur au maximum, donc j'ai arrêté les mesures à partir de 20 pouces et j'ai pu atteindre 33 km/h. Et donc l'astuce est validée, un bon point bricolage à tous ceux qui ont eu l'idée. Question suivante. Dans la vidéo sur le vélo que je convertis pour ma mère, je vous avais fait un petit bilan roue avant versus roue arrière avec les avantages et les inconvénients des deux choix. Donc je vous laisse aller checker si vous voulez. Mais vous avez été quand même très nombreux à me demander ce que moi je préfère personnellement entre les deux. Alors moi c'est pas compliqué, je préfère un moteur roue arrière pour plusieurs raisons. Même si l'adhérence elle est très bonne sur un moteur roue avant, elle reste quand même meilleure sur un moteur roue arrière. Et ça c'est surtout vrai dans les chemins très accidentés et pentus, ce qui est mon cas à côté de chez moi. Et aussi parce que l'argument de c'est plus facile à installer un roue avant parce qu'il n'y a pas le choix de la chaîne, le choix des vitesses, etc. Ben moi je m'en fous. Parce que pour moi c'est très facile à installer un moteur roue arrière quand même, donc c'est pas un argument qui me touche personnellement. Et aussi l'autre argument que j'avais pas cité avant, c'est que ça m'arrive de mettre mon vélo dans ma voiture, et en fait je trouve ça super pratique de pouvoir enlever la roue avant facilement avec l'attache rapide d'origine des vélos, pour tourner le guidon et mettre le vélo facilement dans le coffre, alors que si j'avais un moteur roue avant, et ben là du coup il n'y a plus l'attache rapide, il faudrait avoir les outils, il faut le décabler, enfin bon, c'est un peu plus chiant quoi. Donc voilà. Évidemment, vous me l'aviez demandé, mais c'est mon avis personnel. Ultime et dernière question. Et bien justement, j'ai toujours pas touché un moteur pédalier encore, et vous avez été très nombreux à me le demander de vous faire un test complet sur un moteur pédalier, et c'est bien ce que je compte faire. Alors pas forcément un moteur de la marque Yospower, puisqu'ils ont qu'un seul modèle sur leur site, il fait 350 watts, et il a pas l'air tip top. Appel à la communauté Bricolage C'est Cool, si vous avez une marque ou un modèle en particulier à me conseiller, ou que vous voulez que je teste, parce que justement vous voulez de l'information là-dessus, dites-moi en commentaire, je serais ravi de faire une vidéo dessus, et je pense aussi que ça pourrait être très intéressant de faire un petit comparatif moteur roue avant versus moteur roue arrière versus moteur pédalier. Et pour vous là, qui êtes encore là à ce stade de la vidéo, je vous annonce le commencement d'un nouveau projet sur la chaîne qui devrait arriver pour la rentrée et qui devrait beaucoup vous plaire, la rénovation et la conversion de cette belle Peugeot 101 en électrique. C'est un projet qui va s'étaler sur plusieurs vidéos, une pour le moteur, une pour la batterie, une pour les tests, etc. et j'ai vraiment très hâte de commencer ça. Pensez à vous abonner pour ne pas rater ce projet. On se dit à la prochaine et bricolez bien. Et si vous trouvez que le bricolage c'est cool, je vous invite à aller voir une de ces deux vidéos.